Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Antoine Biot, professeur de psychologie clinique et psychopathologie, psychologue, clinicien, chercheur et spécialiste de la relation thérapeutique. Ensemble, nous allons... Antoine Biot, bonjour. Bonjour à vous, merci pour l'introduction. Je vous en prie, c'est un plaisir. Alors, ce livre parle de ce qui se passe entre deux êtres humains. Avant d'en parler, j'aimerais savoir, y a-t-il eu une rencontre thérapeutique ou non qui a transformé votre manière de comprendre ce qu'est une relation qui soigne? Je vais vous donner une réponse qui va paraître être peut-être une évidence pour certains, peut-être convenue pour d'autres, mais ce sont les patients. C'est-à-dire qu'à l'université dont je viens, on apprend beaucoup les techniques, on apprend la science, on apprend les fondements d'une approche, mais c'est vraiment dans la rencontre, d'abord en stage et ensuite sur le lieu de travail avec les patients que l'on va apprendre ce qu'est la relation. Et donc c'est vraiment... il y a quelques patients, effectivement, c'est comme des jonctions à un moment donné sur le parcours. C'est des patients d'ailleurs qui peuplent aussi les cours quand je transmets quelque chose. Mais il y a des patients qui nous apprennent quelque chose de la rencontre thérapeutique et qui nous apprennent progressivement notre métier. Qu'est-ce que vous avez compris dans ces rencontres dans les universités ou avec les patients que vous n'aviez pas appris dans les livres? Je pense que la question, elle est difficile et fondamentale. Je pense qu'il y a peut-être deux éléments qui ont été exclus finalement de ce champ-là et qui d'ailleurs sont beaucoup moins présents à la fois dans les livres et dans le vocable des praticiens. C'est la notion de temps et la notion d'efficacité. Premier élément que j'ai appris, c'est que finalement, quelque chose va se déployer en dehors du temps, ou plutôt au-delà du temps que l'on passe avec quelqu'un. On peut avoir des moments intenses de quelques minutes. On peut avoir par contre des rencontres qui vont durer beaucoup plus longtemps, mais qui vont s'étirer, sans qu'on ait l'impression qu'il se passe quelque chose. Et donc, l'exclusion du temps, le temps n'a pas grand-chose à voir avec les effets d'une rencontre thérapeutique. Et la deuxième, c'est la notion d'efficacité. Évidemment que l'on espère qu'il y ait des processus de changement, que des motifs de souffrance disparaissent à un moment donné, mais être trop centré sur être efficace, c'est aussi se rapprocher d'un modèle qui est celui du médicament. Ça fonctionne pas du tout de la même façon. Et donc, si on est juste dans le présence-absence des symptômes, il y a quelque chose qui ne va pas se faire, une rencontre qui ne va pas se faire avec l'autre qui est en face, mais juste avec une dimension ou un symptôme que l'on va rencontrer à un moment donné. Et ces patients-là, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire qu'ils continuent à aller bien, même lorsque les symptômes vont un peu mieux. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas simplement une observation personnelle. Même dans l'histoire des psychothérapies, les choses ont bien sûr évolué. Vous avez raison dans votre introduction, la dimension de la relation, elle est presque un fil rouge transversal, quelque chose de liminal qui va être présent. Les psychothérapies, parce qu'elles représentent une culture, une société, évidemment l'hypnose au début, la psychanalyse, puis les thérapies cognitives, comportementales, etc. Tout ça épouse une société, épouse une culture particulière, elles évoluent. Elles évoluent aussi avec les patients, et même celles qui s'étaient construites sur l'efficacité à tout prix du symptôme, se sont complexifiées, se sont adaptées à une culture dans laquelle, finalement, se positionner tel que l'on est, devenir qui l'on est, va être avant tout ce qui va guider le travail thérapeutique plutôt que l'absence ou la présence de symptômes. Qu'est-ce qui vous a conduit à penser que la relation thérapeutique méritait aujourd'hui un ouvrage à part entière? D'ailleurs, c'est pas le seul. Vous avez écrit, parce que vous avez aussi écrit sur l'hypnose. Enfin, vous avez dirigé, parce que vous dirigez plein d'ouvrages, et non un simple chapitre parmi d'autres, puisque là, c'est un livre sur la relation psychothérapeutique. Vous avez écrit sur l'hypnose, vous avez écrit sur plein de champs de la relation, mais là, vous avez dédié un ouvrage. Qu'est-ce qui vous a conduit à ça? C'était le fait que la relation, en fait, tous les praticiens en parlent, quelles que soient les modalités psychothérapeutiques, quels que soient nos champs d'appartenance, quels que soient les lieux dans lesquels nous exerçons, tous les praticiens parlent de l'importance de la relation, de la rencontre avec l'autre, du fait que dans la relation, il y a le noyau du changement qui va être présent. Mais finalement, justement, en fonction des écoles, de notre culture d'origine, de là où on exerce, la notion de relation n'a pas la même définition. Les thérapeutes n'y mettent pas forcément la même chose qui est derrière. Et puis à côté de ça, il y a tout le champ des études portant sur les effets de la psychothérapie, qui est un champ d'études scientifiques il y a plus de 100 ans, et dans lesquels progressivement on disait, oui, c'est dans la relation que se situent les principaux ingrédients du changement, et donc il faut aller voir, mais c'était une sorte de relation un peu aseptisée, c'est-à-dire une alliance thérapeutique, quelque chose que l'on pouvait retrouver dans différentes formes de relations,
Et donc finalement, ce terme de relation, il pouvait renvoyer à des pratiques différentes, il pouvait renvoyer à des études qui n'étaient pas forcément en concordance avec ce qui était fait sur le terrain. Et donc il y avait le souhait, avec Joanna Smith, avec qui j'en avais discuté, de se dire pourquoi simplement on n'installerait pas un livre dans lequel on va voir des thérapeutes de différentes obédiences, qu'est-ce que vous appelez relation et comment vous travaillez la relation. Non pas expliquez-moi votre théorie, vos concepts, mais expliquez-moi comment est-ce que vous pratiquez concrètement avec la relation. Quelle est la définition, quelle place ça a, qu'est-ce que vous en faites. Et on s'est posé la question aussi, quand on a travaillé avec Joanna, sur qui ça pourrait intéresser. On voulait pas justement un livre qui soit autour des pratiques et on s'est dit, mais finalement, qu'est-ce qui nous intéresserait à nous, thérapeutes, puisqu'on est tous les deux thérapeutes, et on s'est dit, nous, on a aussi envie d'apprendre de gens dont on ne connaît pas la pratique, mais qui peut-être, qui vont nous dire au travers de comment je fais quand la relation fonctionne pas bien, comment je fais au tout premier entretien lorsque justement j'essaye d'installer une rencontre thérapeutique. Comment est-ce que je vais travailler ce que je pense de la relation, ou pas d'ailleurs, dans ma pratique thérapeutique. On avait envie d'apprendre également des gens qui n'avaient pas la même pratique que nous, de façon à pouvoir aussi nous nourrir dans ce que l'on faisait. Et donc ce livre, il a cette ambition, bien sûr, faire un état des lieux sur la science, c'est-à-dire pourquoi la relation est si importante, qu'est-ce qu'on appelle relation selon différentes écoles psychothérapeutiques, et comment dans différentes écoles on travaille la notion de relation pour que chacun puisse y trouver, dans la pratique de l'autre, des petits éléments qu'il va ramener dans son jardin pour nourrir cette rencontre avec le patient, même si on n'épouse pas tout à fait la pratique que l'on a lue. Comment expliquez-vous que la relation soit à la fois omniprésente dans la pratique et longtemps restée en arrière-plan dans la théorisation ? Je ne sais pas si elle est vraiment restée en arrière-plan. On peut dire historiquement, en fait, que d'abord, elle a suscité de la peur, la relation. Si je reste dans l'histoire des thérapies et des psychothérapies occidentales, la mère de toutes les psychothérapies, c'est l'hypnose. Juste avant, c'était le magnétisme animal, Mesmer, puis Ségur, etc. Et notamment puis Ségur, qui est un auteur très, très intéressant. Il n'était pas médecin, contrairement à Mesmer, et donc c'est lui qui va faire un renversement de pratique, et il ne va pas pratiquer comme un médecin qu'il n'était pas. Il va dire, je vais me servir de cette approche pour aller rechercher chez l'autre des ressources qui lui appartiennent, et je vais créer un contexte dans lequel le patient va pouvoir aller chercher son médecin intérieur, si on utilise une métaphore. Donc il y a eu ce renversement-là. Et dans les correspondances du marquis de Puységur, aux personnes qui le suivaient, qui l'interrogeaient, on a déjà cette notion de relation. C'est-à-dire que le marquis avait déjà observé que c'était dans la relation, et particulièrement dans les fins de relations thérapeutiques, comment les choses se terminaient, qu'il y avait là des ingrédients qui faisaient que l'approche magnétique fonctionnait ou ne fonctionnait pas. Simplement, à l'époque, cette dimension-là, on l'a appelée de différentes façons, les patients somnambuliques, d'autres appellations. Cette notion-là, en fait, on ne savait pas bien comment la manier, on ne savait pas bien quoi en faire, et donc, à cette époque, on a dit, on met ça dans une boîte et il faut vraiment s'en prémunir. Et le premier, en fait, qui va ouvrir la boîte, c'est Freud, qui pratiquait l'hypnotisme à son époque. Il l'avait prise auprès de Bernheim. Il va dire, mais en fait, non, puisque justement, les auteurs avant moi et moi-même, j'observe que c'est dans la relation qu'il y a des effets particuliers, il faut pouvoir étudier et intégrer la dimension de la relation à l'intérieur. À partir de là, en fait, la dimension de la relation, elle va être privatisée par la psychanalyse que Freud va créer. Privatisée, ça veut dire qu'il va y avoir un essor extrêmement important, une pratique évidemment extrêmement populaire. Et finalement, lorsque d'autres formes de thérapie, comportementales, puis cognitives, systémiques, etc., vont apparaître, cette dimension de la relation va être tellement proche de l'approche psychanalytique, et même d'ailleurs de nos jours, toujours, on parle parfois de relations transférentielles, même si on n'est pas en psychanalyse, donc comme quoi vraiment il y avait cet attachement qui était vraiment très très importante. Eh bien, il y a eu, pour les autres approches, en fait, on va dire un petit retard avant eux-mêmes de rejoindre ce qui était déjà présent à l'inauguration des psychothérapies, c'est-à-dire c'est dans la relation que quelque chose se passe, non pas à côté de la technique, mais au-delà de la technique. Qu'est-ce que le fait de rassembler autant d'approches vous a appris sur ce qui relie ? D'abord, je vais le confesser, une petite victoire à Joanna et à moi-même. Quand même, on a tellement l'habitude de se tirer dans les pattes, les écoles les unes par rapport aux autres, que de réunir un livre dans lequel les gens écrivent sur leur approche sans sentir le besoin d'essayer de détruire le voisin, de montrer qu'on est meilleur que le voisin, en étant curieux également de qui va écrire, comment les choses vont se passer, et également avec une vraie volonté de transmission. Et moi, vraiment, lorsque j'ai lu les premiers manuscrits quand ils sont arrivés,
je me suis dit, waouh, tout le monde a joué le jeu, c'est-à-dire il y avait une vraie envie de transmission. Et vraiment, la première victoire de Johanna et de moi, c'était d'avoir un livre dans lequel, justement parce que l'on parle de relations, ou c'est bien parce que justement on parle de relations, eh bien on a réuni des gens qui ont parlé de relations, mais en dehors des chapelles, enfin sans rentrer dans une guéguerre absurde. Et ça donne justement un lien. Ça montre justement que la dimension de la relation, quand elle n'est pas attachée, ou plutôt quand elle ne renvoie pas à un dogme en termes de théorie, il y a des petites étincelles que l'on va retrouver dans chacune des approches. Absolument toutes les approches vont reconnaître la dimension subjective de la relation, quand bien même elle pourrait faire appel à des échelles, à des tests pour pouvoir mesurer le niveau d'empathie, etc. Absolument toutes les approches ont développé une écoute du thérapeute en séance, du corps du thérapeute, de sa sensorialité dans l'approche de l'autre. Et de dire, finalement, la rencontre thérapeutique, c'est pas juste le patient et puis on le regarde comme une bête curieuse, c'est le thérapeute impliqué avec son corps, sa sensorialité, sa pensée aussi, dans l'acte thérapeutique, quelles que soient les approches. Et je pourrais donner d'autres exemples, mais en tout cas, c'était l'idée que justement, quand on n'est pas dogmatique, eh bien, on arrive à lire ce qui réellement donne ces effets relationnels, ce qui permet de dire que oui, la relation, au-delà des pratiques, va avoir un effet, c'est vraiment la dimension de la rencontre. Donc c'est quoi? C'est une présence à soi quand on soigne? C'est ça qui est thérapeutique? C'est une sorte de grand principe. Alors Rogers l'avait formulé au début premier tiers du XXe, dans le développement de la personne notamment, on retrouve ça en disant mais en fait la première personne qui est à regarder quand on est en relation avec l'autre, c'est soi. Et il met même dans le développement de la personne un certain nombre de principes ou de questions que le thérapeute devrait se poser dans la rencontre thérapeutique. Est-ce que je peux parler sans avoir peur de ce qui va se passer? Est-ce que j'ai l'impression que le patient va me juger, etc., etc., pour être en posture, pour se mettre en position d'accompagnement par rapport à l'autre. Et donc c'est effectivement ce qui peut paraître contre-intuitif quand on parle de psychothérapie, c'est-à-dire une approche de nature psychologique de façon à pouvoir accompagner la souffrance d'un autre. Donc c'est un peu contre-intuitif de se dire, en fait, celui dont on doit prendre soin en premier, c'est le thérapeute. Et pourtant, non seulement dans les pratiques, on indique effectivement qu'il faut que le thérapeute soit là, et la présence, elle ne se décide pas en claquant dans les doigts, elle n'est pas là innée chez personne, c'est quelque chose qui se travaille aussi tout au long de la vie. Et la science prend le relais, c'est-à-dire la science effectivement montre que, eh bien, lorsque l'on parle des effets thérapeutiques, le principal facteur de changement thérapeutique, c'est le thérapeute. Il y a 2 ans, j'ai fait paraître avec des collègues une étude qui porte sur les 5 premières séances en hypnothérapie, alliance thérapeutique et hypnothérapie, pour voir un peu comment est-ce que finalement, dans une approche en psychothérapie avec l'hypnose comme méthode, comment finalement cette alliance, cette dimension de la relation s'installe. Et en fait, c'est très intéressant parce que l'étude qui a été publiée montre que finalement que le thérapeute utilise l'hypnose formelle ou la communication hypnotique, ça n'a pas un grand intérêt dans la dimension de la relation, montre également que c'est pas tellement le choix des métaphores et des suggestions qui va avoir un effet sur ce qui va se passer, mais surtout ce que ça montre, c'est que la qualité de l'alliance et les effets vont être en premier lieu liés à la capacité du thérapeute à pouvoir s'adapter à la posture, à l'adaptation, la qualité d'adaptation qu'il va avoir par rapport au patient. Autrement dit, c'est la manière dont il va être capable d'écouter l'autre et de le ressentir qui va installer du changement chez le patient. Et le patient va bouger après. Mais le premier qui doit bouger, c'est effectivement le thérapeute. Et cette étude-là, que j'avais menée dans le champ de l'hypnothérapie, on la retrouve aussi, alors avec évidemment des voies parfois un peu différentes qui ont été explorées, mais on retombe sur les mêmes résultats, par exemple dans le champ de la psychanalyse, en montrant que les effets de la psychanalyse sont avant tout dus à la capacité du psychanalyste ou de la personne qui utilise la psychodynamie à pouvoir s'adapter aux modalités défensives de l'autre. Et il faut d'abord que le thérapeute bouge pour que le patient puisse bouger. Ce que dit également la science, je le dis parce que c'est pas toujours évident à saisir aussi en pratique, c'est que non seulement il doit pouvoir bouger, mais il doit jouer ce que j'appelle aussi parfois être un peu le coucou, quoi. Il doit aller piquer dans le jardin de l'autre des pratiques qui n'appartiennent pas à son champ. Par exemple, si je reste dans la psychanalyse, il n'y a pas l'idée, par exemple, de cognition dysfonctionnelle et de travailler sur les cognitions dysfonctionnelles, qui est plutôt un champ TCC. Et donc, il faut que le psychanalyste, parfois, si précisément dans l'adaptation au patient, ça semble pertinent, qu'il puisse un petit peu travailler les cognitions dysfonctionnelles au sein des cures psychanalytiques pour que ça bouge. De la même façon, le patient TCCiste qui ne va pas forcément travailler avec
l'intersubjectif, avec les dimensions de régression, de projection, etc. Lorsque le patient, précisément, est dans une modalité qui l'y invite, de pouvoir, à un moment donné, avoir une écoute que l'on peut dire un peu plus analytique, va provoquer des processus de changement. Et des auteurs scientifiques ont montré que finalement, je vais schématiser un petit peu, mais la meilleure thérapie, c'est celle où le thérapeute bouge, où il est capable d'aller emprunter d'autres méthodes à l'autre et où il a l'impression de rester dans son corps à lui, c'est-à-dire la méthode intégrative. J'ai l'impression de continuer à faire de la psychanalyse, de la TCC, de la systémie, par exemple, mais en vrai, j'ai utilisé également des outils que j'ai empruntés à d'autres champs, que j'ai su ramener dans ma pratique, parce que l'adaptation à celui qui était en face m'y a invité de façon à pouvoir vraiment suivre ses mouvements à lui. Et c'est vraiment ça la méthode intégrative. C'est pas du tout être capable de pouvoir multiplier des pratiques, c'est d'être capable de mettre en place une approche, une structure qui intègre des outils qui n'appartiennent pas forcément en premier à son champ, mais qu'on va ramener à l'intérieur de son champ. Et le livre l'y invite. Quelle est la place de la technique? Est-ce que le savoir-être, est-ce qu'on peut l'appeler comme ça, vient avant la technique ou c'est la technique qui après amène le savoir-être? C'est l'histoire de l'œuf ou la poule, je sais. Mais tout est dans l'ARN messager, comme ça je sais, on est entre deux. En fait, la technique, elle va avoir une grande vertu. Elle permet de pouvoir installer un cadre. C'est-à-dire que ce dont on parle, c'est pas une entité amorphe, la relation, qui va s'installer comme une sorte de blob, quelle que soit la situation, et peu ou prou, les choses vont fonctionner dès lors que la qualité de la relation va être bonne. C'est évidemment plus compliqué que ça. Et il faut d'abord qu'il y ait un cadre qui soit perceptible par le patient et par le thérapeute, dans lesquels il puisse y avoir un échange, d'abord sur les objectifs, sur comment est-ce qu'on va travailler ensemble, sur quoi est-ce que l'on va travailler, de quelle façon, que l'on puisse s'entendre sur les modalités de rencontre thérapeutique. Et ça, en fait, c'est fixé par le cadre de base. Un cadre analytique n'est pas le cadre systémique, qui n'est pas le cadre TCC, qui n'est pas le cadre MDR, etc. Donc une technique installe d'abord un cadre, c'est-à-dire non seulement une façon de recevoir l'autre, mais aussi une certaine philosophie à la fois de l'humain et de ce qui peut nourrir sa souffrance. Parce que il faut percevoir qu'en fait, les psychothérapies, c'est une construction intellectuelle. C'est-à-dire que les psychothérapies, c'est pas quelque chose qui a existé ou qui est convoqué à un moment donné, mais qui a toujours été présent dans l'histoire de l'humanité. Les psychothérapies, c'est dans le champ des sciences humaines à l'articulation avec le champ de la santé, des méthodologies qui ont été créées de manière artificielle parce qu'il y a des conceptions de la psychopathologie, c'est-à-dire du normal et du pathologique, avec une philosophie de l'humain qui n'est pas celle qui a existé il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 300 ans, avec une certaine philosophie qui permet de mettre en place des dispositifs pour pouvoir aider l'autre à franchir une difficulté. On est dans un processus qui est un processus tout à fait artificiel. Un petit exemple pour montrer que c'est dépendant de la culture ou de la société. Là, actuellement, et vous l'entendez dans le langage de notre civilisation, il y a beaucoup la question de l'autonomie, l'empowerment, l'autonomie du sujet, etc., qui est une pensée qui est très néolibérale, en fait. Je ne fais pas de politique en disant ça. C'est un constat. Nous sommes dans un moment de la civilisation, dans ce que l'on appelle l'Europe en tant que concept philosophique, l'Occident, l'Europe. On est dans une conception de notre civilisation et de l'humain qui est une conception néolibérale. Et donc, effectivement, dans cette conception-là, la question de l'autonomie, de révéler l'autre à l'autre qui il est, de façon à ce qu'il puisse par lui-même être responsable de sa vie, ça correspond à une pensée qui est la pensée dominante actuellement de notre civilisation, qui n'était pas la même il y a 200 ou il y a 300 ans. Et donc les psychothérapies, en fait, réagissent et sont créées par notre civilisation. Et donc dans l'approche psychothérapeutique, dans la manière de pouvoir concevoir ce qu'est une psychothérapie, eh bien le cadre de la rencontre va aussi renvoyer à l'autre une certaine idée de ce que c'est l'humain, une certaine conception de sa souffrance, un certain cadre psychopathologique qui va évoluer avec le temps, mais qui est l'objet de la rencontre à un moment donné. Donc ça structure d'abord la rencontre avec l'autre et ce que l'on va faire ensemble. Le deuxième élément technique, c'est bien sûr les processus de changement, c'est-à-dire il ne s'agit pas simplement de pouvoir se situer dans le moment de la rencontre, c'est qu'est-ce qui fait, à quel moment et comment est-ce que l'on va aider l'autre à pouvoir changer. Et là, pour le coup, suivant que l'on est dans une approche plutôt qu'une autre, on va jouer sur certains leviers. Ça peut être l'interprétation, ça peut être la confrontation, ça peut être des techniques de communication qui vont permettre de pouvoir préciser une pensée, ça peut être des techniques psychocorporelles, etc. Autrement dit, ce sont des techniques qui permettent le changement. Et ces techniques, elles ne sont pas universelles non plus. Si par exemple, vous prenez une approche dans un cadre systémique,
La pensée systémique, la pensée du réseau, la place dans la famille, parfois même d'ailleurs convoquer la famille dans l'entretien, en fait, ne va pas convenir à tout le monde ou à toutes les situations. L'approche le psychocorporelle que l'on va retrouver en méditation, en hypnose par exemple, c'est une approche qui ne va pas convenir à toutes les psychologies et à toutes les personnes. Certaines personnes vont avoir besoin de ce qu'on appelle les psychothérapies par la parole, d'aller plutôt vers ce mouvement, puis il y a des personnes qui vont avoir besoin, au contraire, de vraiment laisser leur cerveau de côté et de faire autre chose. Donc la première fonction, c'est la construction du cadre, la rencontre thérapeutique dans une époque et dans une civilisation donnée. Et la deuxième, c'est comment est-ce que chacune des techniques pense le changement et les leviers sur lesquels le changement peut aller. Et là, ça dépend vraiment de qui on a en face et de comment est-ce que je vais pouvoir aider ce changement-là. Ça veut dire aussi qu'un psychothérapeute honnête doit être aussi celui qui va dire au patient, écoutez, j'entends votre souffrance, ma formation, ma culture fait que je ne peux pas répondre à votre demande. C'est-à-dire que je ne travaille pas d'une façon dont je pense qu'elle pourrait vous convenir. Et donc à ce moment-là, à la première consultation, de dire voilà ce que j'ai compris d'abord de ce qui vous arrivait et de comment vous souhaiteriez travailler. Voilà comment moi je travaille, voilà pourquoi je pense que c'est pas tout à fait compatible. Si on est d'accord sur ce constat, eh bien je vais vous aider à trouver quelqu'un qui va être dans cette approche. C'est-à-dire un psychothérapeute honnête, authentique et quelqu'un qui ne se pense pas omnipraticien, capable de tout faire avec tous les patients, parce que les techniques que l'on emploie ne sont pas bonnes pour tous les patients. Il y en a qui sont plus ou moins adaptés. Comment la relation thérapeutique agit-elle concrètement sur le système nerveux ? Je situais tout à l'heure vraiment l'origine des psychothérapies à l'hypnose. Vous êtes en train de me ramener à Bernheim. Bernheim avec le travail des suggestions. Bernheim définissait les suggestions comme étant une parole, mais qui demandait à être entendue par un corps, d'abord qui arrive comme une idée, et qui demande à être entendue par un corps pour pouvoir agir. C'est ce que Freud avait aussi appelé le bond mystérieux de la psyché au soma. C'est-à-dire effectivement, comment est-ce que tout ça prend place, on va dire, dans le substrat organique. À cette longue introduction que je viens de vous faire, vous sentez bien que je n'ai pas la réponse. C'est-à-dire que là aussi, on a des hypothèses, vous avez les neurones miroirs, mais par exemple, les neurones miroirs n'expliquent pas tout. Si par exemple, vous avez une phobie particulière, une phobie des chiens, et puis vous venez en me disant, écoutez, j'en peux plus, chaque fois que je croise un chien, je change de trottoir, c'est terrible, machin, aidez-moi. Et je vous dis, mais dites-moi un peu plus, en fait. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez cette phobie? Qu'est-ce que vous ressentez, etc. Et que vous allez, en fait, m'expliquer comment ça vous fait dans le corps, quelles sont les stratégies que vous utilisez pour éviter ça. Si moi-même, en fait, il m'arrive d'avoir des stratégies d'évitement, que je peux avoir de l'anxiété, éventuellement une phobie pour autre chose, je vais avoir mes activations miroirs qui vont être là. Si par contre, j'ai un sentiment de sécurité interne, je suis pas vraiment concerné par des peurs dans l'existence, j'ai pas de phobie, etc., mes neurones, ils vont faire autre chose, mais certainement pas se positionner en mode miroir par rapport à vous. Donc on sait par exemple que la théorie des neurones miroirs, en fait, elle ne va pas jusqu'au bout des choses. Donc il y a ensuite, effectivement, la notion d'empathie telle qu'elle a été développée également est intéressante parce que l'empathie montre que c'est pas juste le fait de dire à l'autre je comprends votre souffrance et votre difficulté, particulièrement pour les chiens, ça doit être vraiment très handicapant dans l'existence. Là, j'ai une parole qui est une parole que l'on pourrait dire un peu empathique, je vous rejoins, mais en vrai, l'empathie, ça veut dire que quand vous m'avez parlé de votre phobie des chiens, j'avais en fait les boyaux qui étaient présents, qui étaient en train de se tordre, j'avais mes jambes qui se contractaient, prêts à partir. C'est ça véritablement l'empathie. Et ça, on peut le mettre par exemple en croisement avec notamment les cartographies portant sur les émotions et qui montrent que l'être humain, quel que soit l'endroit où il est dans le globe, quel que soit le passé qu'il a eu, les activations émotionnelles sont exactement localisées de la même façon chez un être humain. Autrement dit, la peur va s'exprimer toujours corporellement de la même façon, la joie, l'amour, etc. Évidemment, chez le tout petit, non, mais à partir de l'âge de 6-8 ans, on a des cartographies qui sont quasiment des cartographies adultes. La culture va colorer l'expression de l'émotion, mais le ressenti corporel va être la même. Et donc, effectivement, lorsque, par la parole, vous allez rentrer en contact avec moi, que je vous ai offert ce cas thérapeutique dans lequel nous allons partager un moment de votre intimité de vie, eh bien, il est probable qu'il y a à la fois ce que votre parole vous fait lorsque vous m'exprimez ce que vous êtes en train de me dire, mais il y a aussi la manière dont moi je me mets aussi à votre écoute et dont l'empathie, les émotions vont commencer à activer
en fait, une cartographie qui est une cartographie assez universelle. Et notamment dans les études portant sur l'étude les changements thérapeutiques, psychothérapeutiques, et qu'est-ce qui finalement bouge dans une psychothérapie en lien avec la relation, l'une des dimensions qui est particulièrement importante et intéressante, ce sont les émotions. Je vais dire les choses assez directement, il faudrait évidemment être plus fin, mais sans mobilisation émotionnelle, il ne peut pas y avoir de changement. Et donc le fait que moi, thérapeute, on le disait tout à l'heure, je me sois positionné dans la relation, je me mets en position de pouvoir recevoir quelque chose de vous, ce que vous allez pouvoir me dire de la situation, ce que vous allez me faire vivre également, en évoquant un certain nombre de choses, que vous acceptiez cette règle de jeu que je vous propose, que vous acceptiez de dire un certain nombre de choses, eh bien, il va y avoir ces activations corporelles, sensorielles, c'est-à-dire émotionnelles, qui vont être présentes à la fois chez vous et chez moi. Et dans le travail que je vais faire à partir de ma propre corporalité et le travail que vous allez faire à propos de votre propre existence, quelque chose de l'émotion va se mobiliser et va pouvoir aller dans le sens du changement. Sans émotion, pas de changement. Dans quelle mesure cette relation d'attachement peut-elle être pensée sans jamais se confondre avec une relation intime ou affective? Où est la limite? Je dirais que la relation doit être intime, elle est généralement affective, mais elle ne doit jamais être une situation d'emprise. C'est tout le travail, pour le coup, d'un thérapeute, pas uniquement dans sa formation, qui est d'installer une démarche éthique. C'est-à-dire qu'évidemment, quelqu'un qui exprime quelque chose de lui-même, de son existence, par définition, si on va voir un thérapeute, c'est que on va travailler quelque chose qui a de l'importance pour nous. C'est pas des petites choses. Et donc, du coup, ça veut dire que par nature, on peut pas échapper à ça. Je me mets en position, moi patient, de vulnérabilité par rapport à l'autre. Et donc, il y a la nécessité chez le thérapeute de pouvoir installer une démarche éthique. Une démarche éthique, c'est je vais être là aussi un peu dans la caricature, mais c'est vraiment le noyau, de ne pas avancer sans se poser continuellement la question en quoi mon influence est en train de jouer sur les attitudes ou les productions du patient. Autrement dit, si je change un peu ma question, quelle liberté je laisse réellement à l'autre pour pouvoir exprimer et dire qui il ou elle est. Et est-ce que je n'ai pas l'impression, parce que j'exprime, je dis, je me comporte, qu'en fait, je suis en train d'empêcher l'autre de devenir celui ou celle qu'il est. C'est pour ça que notamment, dans le travail psychothérapeutique, le travail de conseil n'est pas présent. Parce qu'un travail de conseil, c'est un travail de suggestion directe, c'est-à-dire, je peux dire à l'autre, est-ce que vous avez déjà pensé à, avec l'envie que l'autre réfléchisse à une question. J'ai envie de, par exemple, dans un tout autre sujet que celui que l'on a travaillé, lorsque des personnes viennent pour une problématique de couple, de me voir, parfois je pose la question à la personne, mais est-ce que vous avez déjà pensé à prendre un amant ou une amante? Non pas du tout comme une suggestion pour sortir de la problématique de couple, mais je veux voir jusqu'où la personne est allée pour pouvoir penser une façon de sortir de sa problématique. Et donc, parfois on peut donner ce qui ressemble à des conseils, mais qui sont en fait des explorations pour que l'autre puisse nous dire jusqu'à quel point il a essayé d'échapper à une situation, si ça a un intérêt, bien sûr, de poser la question. Mais évidemment, de jamais positionner en tant que conseil. Et donc, le thérapeute, c'est aussi celui qui doit être en position de protéger son patient précisément de ces mouvements d'influence qui sont inhérents à la psychothérapie, mais qui à aucun moment ne doivent priver le patient de la liberté de pouvoir dire oui ou non à un enjeu, à un choix qui doit être fait, à une possibilité de partir dans une direction ou dans une autre dans son existence. Et ça se travaille comment? Ça se travaille sur les bancs de la fac, ça se travaille avec la supervision, de l'intervision, avec des échanges avec le collègue, et ça se travaille tout au long d'une vie. Donc c'est vraiment, lorsqu'on a compris ce qu'était une psychothérapie, c'est-à-dire un instant de rencontre humaine et clinique qui, de fait, installe l'autre en position de vulnérabilité, ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans une relation de coaching ou d'une autre forme d'aide dans lesquelles il peut y avoir plein de sujets qui n'obéissent pas à la définition de la souffrance telle qu'on l'a en psychothérapie. Donc, c'est pas toutes les relations d'aide, mais il se trouve qu'en psychothérapie, on est forcément, l'objet de la psychothérapie, c'est la souffrance. Donc, l'autre, de fait, est dans une position de vulnérabilité. Ça engage le thérapeute, ça engage à une démarche éthique qui doit être présente consciemment et qui n'est pas portée par la pratique, qui est portée vraiment par une volonté du thérapeute de pouvoir s'interroger sur ce qu'il est en train de faire. Freud, là aussi, en a parlé, c'est ce qu'il a appelé le contre-transfert, c'est-à-dire toujours s'interroger sur, mais ça ne garantit rien, parce qu'un psychanalyste qui aurait des traits pervers, etc., psychanalyse ou pas psychanalyse, il va y aller. Donc, il y a dans les dispositifs psychothérapeutiques, il y a normalement des espaces pour cette démarche
Et cette interrogation éthique, un psychothérapeute se doit de suivre cette voie-là. Ensuite, comme dans toute profession, évidemment, il y a la possibilité pour quelqu'un d'exercer une influence qui est plus que déraisonnable sur un autre. Et donc là, c'est l'éducation évidemment des patients de pouvoir parfois s'interroger et fuir si jamais ils pensent qu'il a été piégé. Mais pour moi, pour tout vous dire, dans la pratique, par exemple, je m'imagine pas travailler sans la tendresse. Moi, j'ai besoin d'éprouver de la tendresse, en fait, pour les patients. La tendresse, ça veut dire que il faut que je me sente touché par leur histoire, que je puisse parfois me reconnaître aussi à certains endroits de leur histoire, et que je développe une certaine affectivité qui va nourrir mon envie d'installer un cadre où ils vont pouvoir chercher une façon de pouvoir se positionner autrement. C'est ça que j'appelle la tendresse, c'est-à-dire c'est vraiment cette émotion ou émotivité dans la relation et qui va faire que je vais me sentir concerné en fait par la souffrance de l'autre, c'est-à-dire ça va activer mon empathie par la suite. Pour d'autres thérapeutes, ça sera autre chose, mais ça serait absurde de dire que dans la relation psychothérapeutique, on est dans un dispositif qui est froid avec des moments de bascule normés, etc. Non, on travaille avec ce que l'on est. Que permet cette expérience relationnelle chez des patients dont les modèles ou les souffrances sont marquées par de l'insécurité? On n'est pas tous dans des endroits, on va dire, sécures, d'un point de vue physique et psychologique. Comment on fait dans ce cas-là, quand on est praticien? Est-ce que c'est possible? La réponse, elle va être étonnante, mais on prend du temps. La réponse à l'insécurité, c'est le temps. Il y a globalement, pardon là aussi pour la généralité, mais je crois vraiment approcher le noyau quand je dis ça. Notre civilisation, elle évolue, voilà, on se l'a dit tout à l'heure, etc. Notre civilisation, elle est concernée préférentiellement par deux choses actuellement. L'intolérance à l'incertitude, d'où justement le fait de réagir dans l'instant, de plus supporter la frustration, le futur qui fait peur, on a envie de tout contrôler, de tout. L'intolérance à l'incertitude, vraiment, est l'une des dimensions qui caractérise notre civilisation actuellement. Et la deuxième, c'est la peur, le rapport à la peur. On a peur de tout et de tout le monde. Et on développe des craintes et des pensées à partir de cette peur-là. C'est vraiment, en négatif, bien sûr, il y a d'autres choses qui caractérisent le monde dans lequel on est. Mais puisqu'on parle de motifs de souffrance, l'incertitude et la peur sont vraiment deux caractéristiques qui nourrissent les consultations en psychothérapie. Et donc, ce que vous amenez, c'est-à-dire la question de l'insécurité, elle est très, très, très habituelle. Elle peut avoir des masques différents, elle peut avoir des paroles différentes, elle peut avoir des diagnostics différents, mais vraiment la notion de l'insécurité, elle est très présente dans nos pratiques en institution ou en cabinet. La réponse, c'est le temps. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient pour n'importe quelle indication, que ce soit somatique, la douleur, un cancer qui a été annoncé il y a quelque temps, et puis les premiers symptômes qui sont là, qui rongent comme un ennemi intérieur, ça peut être des attaques de panique, ça peut être beaucoup de choses. Quel que soit le motif, lorsque dans l'évaluation première, et l'évaluation elle est importante, un psychothérapeute c'est quoi? On a beaucoup parlé d'accompagnement thérapeutique, mais je le disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui, j'ai prononcé le terme en tout cas, et qui a une psychopathologie. Ce qu'on appelle une psychothérapie, psychanalyse, TCC, systémie, etc., ce qui est dans l'ouvrage. En fait, ce sont des modalités d'intervention, mais qui ont toute une psychopathologie derrière, c'est-à-dire toute une conceptualisation du normal et du pathologique, de cette dialectique entre les deux, de ce qui fait qu'un individu est en souffrance et qu'il ne l'est pas, parfois des classifications, etc., etc. Donc, ce qu'on appelle une psychothérapie, c'est mettre en œuvre une pratique, une démarche thérapeutique, mais avec en arrière-fond chez le thérapeute cette compréhension du normal et du pathologique et de ce qui fait qu'un symptôme est apparu et donc quel chemin il faudrait suivre pour que ce symptôme puisse bouger et que l'individu travaille son existence, son chemin, etc., etc. Et donc, dans la question de la psychopathologie, quand on se rend compte, donc il y a toujours une évaluation quand on va voir un psychothérapeute, justement, avec ces psychopathologies, c'est-à-dire à quel point l'existence de la personne est en train de trébucher, ça a l'air d'être lié à quoi, quelle est un peu son histoire, le contexte, est-ce que je suis dans quelque chose qui est très décompensé, c'est-à-dire la personne est en train vraiment d'être en danger par rapport à elle-même, par rapport aux autres, est-ce que des modalités d'adaptation continuent à être là et donc je vais pouvoir travailler dessus. Dans cette évaluation initiale, il y a bien sûr l'évaluation précisément autour de la question de la peur et des liens de sécurité ou d'insécurité. Lorsque l'on repère dans ce premier entretien qu'il y a vraiment une insécurité première chez la personne, même si la personne est venue pour quelque chose pour lequel on se dit « Ok, c'est très factuel, mais prenons l'attaque de panique de tout à l'heure.
la personne vient juste te voir pour une attaque de panique. Et en fait, derrière l'attaque de panique, en interrogeant sur le contexte, l'histoire de vie, etc., effectivement, il y a cette insécurité, des relations de couple qui sont particulièrement difficiles, qui sont toujours un peu dans un mouvement un peu interprétatif de la place de l'autre. Et puis on se rend compte que le rapport aux parents est un rapport assez carencé, qu'il n'y a pas eu vraiment de figure d'attachement très présente. Donc on se dit, oh, là, il y a effectivement des attaques de panique qui sont là, qui deviennent grandissantes, qui deviennent invalidantes. Il y avait déjà en fait des manifestations d'autres choses avant qui n'ont pas été approchées. Là, ce n'est pas qu'une attaque de panique. C'est une attaque de panique qui prend corps dans l'existence de la personne et qui est en train de se nourrir par ses racines de choses qui étaient déjà là. Même si, avec les pratiques qui sont les miennes, je pourrais aller assez directement sur l'attaque de panique, je vais en fait patienter. C'est-à-dire que je vais d'abord travailler la relation pour que la relation entre le patient, la patiente et moi-même, en fait, devienne une relation de sécurité. C'est-à-dire que la personne qui est en face apprenne à me connaître comme moi, j'apprends à connaître la personne qui est en face, de pouvoir aussi que la personne puisse se sentir en sécurité, d'aborder des choses qui sont des choses pas faciles dans un climat où elle va voir que je ne juge pas, que je ne vais rien en faire, que j'ai une véritable intention de pouvoir dessiner un peu la carte de ce qui est en train de se passer. Autrement dit, je vais prendre le temps que l'on s'apprivoise l'un l'autre. Et une fois, donc vraiment le renard et le petit prince, et donc une fois qu'on aura apprivoisé notre relation, alors à ce moment-là, on fera retour sur l'attaque de panique en disant « Est-ce que vous seriez d'accord pour qu'à la fois je vous donne des techniques de contrôle de la respiration parce que c'est important, mais aussi que l'on voit aussi comment cette anxiété qui est présente à certains moments est en lien avec des angoisses assez anciennes et on va agir sur les deux, à la fois la respiration pour que quand ça survient, ça vous ayez des trucs pour pouvoir vous aider, mais aussi peut-être couper un peu là, ces racines qui font que votre symptôme est apparu. Mais ça, c'est pas à la première consultation. Quand il y a cette insécurité, il faut vraiment que la relation, pour le coup, devienne un lieu d'apprivoisement et que la sécurité du lien permette ensuite que la personne puisse avancer. Et évidemment, quand on fait ça, on est déjà en train de travailler sur l'existence. Si la personne apprend à m'apprivoiser, elle apprend aussi à apprivoiser quelque chose dans son existence au-delà des murs de la consultation. Comment expliquez-vous que cette dimension, pourtant centrale, la relation, ait été autant méprisée par la culture scientifique? Quand je dis méprisée, le mot est choisi. Oui, mais il est fort, votre mot. En fait, je vais être un peu plus généreux envers la culture scientifique, mais même au-delà de la science, la formation, la transmission universitaire, vous le rappeliez tout à l'heure dans l'introduction, je suis également enseignant-chercheur, et donc se pose la question de comment est-ce que se transmet la relation en fait aux étudiants que je vois en promotion. Donc on est en master de psychologie, c'est pas en licence que ça va se voir, c'est plutôt en master, justement avec les stages de professionnalisation, c'est dans ce moment-là que les choses se passent. C'est pas simple, parce qu'ils ont des cours, bien sûr, je parle de la psychologie, ils ont les cliniques en particulier, ils ont des cours, bien sûr, sur les modalités de changement, etc. Oui, mais en psychologie, c'est évident, la psychologie. Eh ben, pas tant que ça. Parce que, en fait, si vous laissez partir un étudiant avec juste un enseignement sur l'alliance thérapeutique, sur ce qui fait que ça change ou ça change pas, en fait, vous n'en avez pas fait un thérapeute. On l'a pensé pendant un temps, alors c'était pas des cours initiaux, c'est une vieille étude 83-84 qui avait été faite, dans le coup on s'était dit, on va prendre des thérapeutes, et pour qu'ils deviennent vraiment des très bons thérapeutes, on va les former à l'alliance thérapeutique. Et donc ils avaient de la supervision pendant des week-ends, je sais plus quelles étaient les sessions, mais vraiment où ils étaient hyper entraînés, à la fois la théorie, puis des jeux de rôle, on les entraînait à être empathiques, à bien reformuler, à être etc. Et les résultats ont montré en fait que, ils étaient beaucoup plus mauvais après dans la relation avec les patients qu'avant. C'était quand on demandait à leurs patients d'évaluer leur présence, etc. Et c'était pire après qu'avant. C'est-à-dire que arriver à transmettre la relation au travers d'un savoir, c'est pas du tout évident, y compris chez les psychologues. Alors, pour ma part, les collègues font, pour certains autrement bien sûr, mais pour ma part, en master, j'ai introduit non pas un enseignement théorique à propos de ça, mais un enseignement expérientiel. C'est-à-dire que je sais qu'ils ont eu, en licence 3, des cours sur l'alliance thérapeutique, processus de changement, etc. Eh bien, lorsque je les retrouve, moi, en master, on fait pendant les TD uniquement de l'expérientiel, c'est-à-dire d'apprendre précisément à repérer les mouvements à l'intérieur de soi, les mouvements empathiques, s'asseoir en silence pendant 10 minutes en face de l'autre, et qu'est-ce qui est présent chez soi, d'apprendre à partager ce que l'on ressent sans désir de deviner ce qui était présent chez l'autre, une émotion, etc. Ensuite, effectivement, d'apprendre à écouter chez l'autre, etc. Donc, en fait, c'est uniquement à partir de l'expérientiel que j'essaye d'amener déjà cette culture-là.
Et donc déjà dans la transmission pédagogique, ça a été un peu mis de côté parce que c'est horriblement compliqué en fait de transmettre vraiment le cœur de la relation avec tous les critères que l'on a abordés jusqu'à présent. Et dans le milieu scientifique, méprisé, vous y êtes allé fort, mais on parle de la santé allopathique, par exemple, la médecine allopathique. Eh bien. En formation, déjà la relation thérapeutique, je ne sais pas si ça existe chez eux. Ils ont déjà peu de blocs sur le sommeil, sur la prévention, on va dire, physiologique. Alors, sur la relation au patient. Oui, mais vous voyez, vous répondez, en fait, votre question, elle est en fait sur la pratique et non pas sur la science. C'est-à-dire que la science, en fait, a eu du mal à approcher la dimension de la relation parce que c'est compliqué de modéliser justement la relation dans sa complexité. Si on va effectivement du côté de la pratique, et notamment là, c'est sur la médecine dont vous parlez, alors vous avez raison, ils n'ont pas une formation par rapport à ça, ou plutôt ils n'ont pas une formation, on va dire, théorique, jeu de rôle, etc. Ils sont en stage, en fait, dès la deuxième année d'études, et donc du coup, ils ont un rapport ensuite aux patients qui va être présent, qui va les former, etc. Mais ils n'ont pas d'encadrement là-dessus. C'est-à-dire que dans les services, ils vont apprendre ils vont vivre la relation avec l'autre, mais effectivement, ils n'ont pas de supervision sur ce travail-là. Et c'est ça qui manque. C'est pas le rapport et la façon de faire, c'est d'avoir effectivement un encadrement, une supervision pendant les études qui va leur permettre de dire qu'est-ce que ça t'a fait, comment tu t'es senti, qu'est-ce que tu aurais aimé faire autrement, comment l'autre l'a pris. Alors, on l'approche un petit peu. Par exemple, là, au CHU de Bordeaux, là où je suis pour l'activité clinique et dans le service qui est le mien, on a beaucoup développé la médecine narrative. Et dans la médecine narrative, on a cette dimension-là, c'est-à-dire travailler avec le médecin et pas que d'ailleurs, avec l'ensemble des professionnels sur finalement cette rencontre, qu'est-ce qu'elle vient mobiliser chez soi au travers des écrits, de l'art, des pensées, des représentations, et comment est-ce qu'on peut le travailler de façon à pouvoir gagner en texture et en intensité dans le cadre de la rencontre avec l'autre. Donc il y a comme ça des modalités qui sont mises en place, mais ce qui manque, c'est pas tant la rencontre, c'est qu'il y ait un encadrement sur cette dimension de la rencontre. Qu'est-ce que le corps du thérapeute, sa posture, sa voix, son rythme introduit dans la relation que le langage seul ne peut porter? On avait si bien commencé cette entrevue. Pourquoi est-ce que du coup les deux dernières questions, je suis pas en accord avec vous? Ceci dit, c'est un très bon signe parce que quand on parle de relations psychothérapeutiques, même si ça ne qualifie pas notre rencontre, on a souvent l'idéal, enfin plutôt on pense en fait que l'idéal, c'est une relation qui se passe bien pour qu'il y ait processus de changement. Et en fait, les études montrent que c'est pas aussi simple. C'est pareil dans le couple. Absolument. Et qu'il faut qu'il y ait des moments en fait d'opposition pour que chacun puisse affirmer ses valeurs, etc., pour que les choses changent. Donc, on a un très bon moment de notre interview dans lequel nous ne sommes pas d'accord l'un avec l'autre. Et ça m'a fait oublier votre question. Pardon, je ne suis pas d'accord, mais j'avais quand même ma réponse. En fait, la question, c'est qu'est-ce que le corps du thérapeute, dans sa posture, sa voix, son rythme, introduit dans la relation que le langage seul ne peut porter? D'ailleurs, vous le disiez un peu au début. Vous disiez, il ne suffisait pas de dire, il faut aussi être. Oui, mais je l'aurais pas formulé de cette façon-là. C'est-à-dire, l'un des éléments de complexité que l'on a actuellement, et à mon avis, c'est l'enjeu des années à venir, c'est le gros chantier, c'est effectivement de pouvoir arriver à penser ce fameux MONI, c'est-à-dire somatopsychique, l'individu dans son entièreté. Plutôt que de le désigner en parlant, par exemple, quand on parle des liens entre psyché et soma, forcément, je crée deux instances, psyché et soma. Alors, je peux me dire que ma question est vertueuse en disant quels sont les liens entre psyché et soma. Mais en fait, on voit que déjà d'emblée, c'est une impasse, puisque je suppose qu'il y a deux instances, la psyché et le soma. Je suppose qu'il y a l'inconscient et le conscient, qu'il y a le corps et l'esprit, le substrat et l'âme. Je suis foutu quand je dis ça. C'est-à-dire que je ne peux jamais répondre à la question que moi-même je pose, puisque je ne peux pas poser une question qui soit en accord avec la réponse que je recherche. Et donc, le gros enjeu dans les années à venir, et on a commencé bien sûr, c'est d'arriver à approcher cette question-là, tout ce qu'on appelle le monisme, en essayant de travailler la façon de se poser la question. Comment est-ce que je peux désigner un individu sans avoir besoin de parler de processus psychiques ou de somatisation, de processus corporels, de qu'est-ce qui fait l'âme d'une personne? Est-ce que quand on parle de spiritualité, ça veut dire qu'on est forcément décroché de ses viscères, de ses boyaux, de ses neurones, etc. Tout le débat qui est actuellement sur est-ce que la conscience est dans le cerveau ou est-ce qu'elle est ailleurs, c'est curieux d'ailleurs parce qu'on oublie généralement de poser une troisième hypothèse, c'est est-ce que la conscience n'est pas portée par le corre, plutôt que de parler simplement de cerveau. Partout où vous lisez,
finalement, vous avez les tenants de la conscience est sécrétée par le cerveau. Et puis, vous avez ceux qui disent, non, le cerveau, on voit bien que en fait, la conscience n'est pas présente puisqu'il n'y a pas justement ce bond entre l'immatériel et le matériel. Personne ne peut l'expliquer. Et c'est donc probablement comme une sorte de modem qui capte des choses par ailleurs. Mais on ne pose jamais la troisième hypothèse qui est, est-ce qu'en fait, la conscience n'est pas le fruit de la corporalité et non pas simplement du cerveau, c'est simplement du corps, quoi. Justement, l'individu dans son ensemble. C'est très curieux qu'on oublie tout le temps ça. Et donc, je reviens à votre question parce que pour moi, elle est de la même nature. C'est-à-dire, je ne peux pas répondre à votre question en séparant le verbal et le non-verbal. Même quand vous la qualifiez, évidemment, vous le faites avec adresse. Le rythme, l'intonation, le etc. Vous avez raison, ce sont des caractéristiques. Mais précisément, quand vous me parlez de rythme, d'intonation, en fait, il y a toute votre... je ne sais pas comment le dire, c'est pas le bon terme. Hein. La sphère phonique, pardon, je n'ai pas le bon terme, mais en tout cas, ça veut dire que j'ai une activation corporelle qui n'est pas la même que si je vais acheter un bouquet de fleurs dans la rue avec plein de voitures et que je vais devoir crier, etc., etc. C'est-à-dire que je vais avoir une activation du corps, et cette activation du corps, elle est aussi fonction de qui vous êtes, de ce que vous me renvoyez, de ce que j'ai envie de vous transmettre, de notre lieu là qui est un lieu d'interview, etc., etc. Et donc, dans la rencontre, qu'elle soit thérapeutique ou pas, il y a à la fois du verbal, du non-verbal, de l'infraverbal, etc. Et la question est finalement, quelle est mon intention ou quelle est l'intention de l'autre et comment mon intention peut être le mieux portée possible parce que je suis au moment de mon existence avec l'autre. Et la question est plus celle-ci. Et la difficulté, c'est que quand je dis ça, du point de vue scientifique, c'est un enfer. Hein. Pour arriver ensuite à comprendre comment on va pouvoir rencontrer chez deux personnes, peut comprendre chez deux personnes l'intention du patient, l'intention du thérapeute et de comprendre un peu comment les choses fonctionnent, parce qu'il faut bien aider les suivants. Hein. Le but du savoir scientifique, elle est de pouvoir quand même performer la façon de pouvoir penser la rencontre avec l'autre pour pouvoir aider les personnes suivantes. Et donc, sinon, il n'y aurait pas d'intérêt, en fait, à faire ça. Et donc, là, voilà, du point de vue scientifique, c'est un peu un enfer de dire les choses comme ça, comme c'est un enfer de considérer l'être humain dans son ensemble ou de se poser des questions autour de la conscience. Mais en même temps, il y en a des gens comme moi, comme d'autres, qui aiment se triturer les méninges. Bon, en même temps, on a bien avancé, parce qu'aujourd'hui, vous avez des scientifiques, des neuroscientifiques comme André Agite qui disent que le corps, c'est le cerveau et le cerveau, c'est le corps. Eh bien, je ne sais pas du tout quand il l'a dit, mais je l'ai dit il y a quelques années aussi. Il l'a dit récemment, mais certainement qu'il le sait depuis bien plus longtemps. Et puis, il ne me connaît pas comme moi, pardon, mais je ne le connais pas non plus. Mais effectivement, c'est quelque chose que j'ai beaucoup défendu, en fait, au moment où il y avait la question le ventre, le troisième cerveau. Et donc, on est vraiment sur quelque chose d'assez ancien. Et effectivement, à l'époque, j'avais été interviewé pour notamment le livre à l'époque. En fait, effectivement, mon propos, il était de dire, mais en fait, je ne l'avais pas dit comme ça, je le dis maintenant comme ça, mais la question est absurde. Parce qu'on ne peut pas à la fois défendre, enfin plutôt vouloir faire du ventre le fer de lance de la pensée que tout ne se passe pas dans le cerveau et qu'il faut arrêter en fait justement ce lien entre psyché, soma, etc. Et de dire, mais regardez, dans le ventre, il y a aussi plein de terminaisons nerveuses, de neurotransmetteurs, d'hormones, de machins, de trucs qui font aussi le lien avec les émotions. Et en même temps, appeler ça le deuxième cerveau. Parce que du coup, vous avez aussi le cœur qui est devenu le troisième cerveau, etc. C'est-à-dire, on voit bien là aussi combien la formulation de la question avec le deuxième cerveau, le troisième cerveau avec le cœur, en fait, emmène directement dans l'impasse. Et donc, effectivement, c'est quelque chose donc on se retrouve là-dessus avec ce monsieur. Effectivement, à l'époque, j'avais dit, mais en fait, tout le cerveau, c'est le corps et tout le corps est cerveau. Point. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous raconter un moment où vous avez senti que la relation avait basculé dans votre approche thérapeutique ou quelque chose s'était ouvert chez le patient sans que vous puissiez l'attribuer à une technique particulière? Alors, les premières fois, il y en a beaucoup et je m'en souviens pas. J'ai plutôt faire sur les plus récentes. Et pour la première partie de la question, c'est-à-dire sur finalement le cadre thérapeutique qui va au-delà de ce qui était construit et perçu, je vais essayer de le dire sans trop de détails pour préserver l'histoire de la patiente. Mais c'est une patiente donc, que je vois toujours sur l'hôpital, qui est une patiente douloureuse chronique, handicap sévère, etc., etc. Et donc, évidemment que dans l'approche, une approche qui est à la fois médicale, paramédicale, et puis donc psychologique me concernant pour les consultations. Et donc, on aborde évidemment des dimensions, j'allais dire, qui sont des dimensions au-delà de la douleur, de l'existence, de rapport de l'individu aux autres, etc., etc., aux émotions, bien sûr. Et puis, il lui est arrivé un événement de vie
tout à fait marquant, qui n'avait strictement rien à voir avec la douleur et qui était un moment vraiment fracturant concernant l'un de ses enfants de manière très importante et qui n'était vraiment pas le motif de la consultation et de raison pour laquelle elle était là dans le service, associé avec beaucoup également d'idées, de croyances sur le visible, l'invisible, et donc quelque chose qui était très existentiel de sa part. Et en consultation, elle m'a regardé et elle m'a dit je pense que je peux en parler avec vous. Et donc là, on a ouvert le chapitre de cette histoire-là qui était en train de se passer, très bouleversante, avec voilà, des choses où vraiment on allait très très au-delà du motif de notre rencontre. Et ce sont dans ces moments comme ça dans lesquels c'est pas juste par association d'idées comme on peut le faire en douleur, on va discuter des émotions, de votre couple, du rapport au travail, de votre histoire, de votre lien à votre souffrance, masochisme, etc., etc. On n'était pas là-dessus. On était vraiment dans un événement de vie très fracturant concernant son enfant, mais qui du coup a fait complètement déborder les choses parce que son existence l'a débordé complètement sur également un rapport à l'existence, les croyances, etc., qui était à la fois beaucoup plus large et beaucoup plus existentiel, qui posait la question de la survie de son enfant, d'elle, de choses qui étaient extrêmement importantes. Et ce sont ces moments-là dans lesquels on se dit ce qui a été construit dans la relation, au motif de, là par exemple, la douleur, en fait, déborde complètement ce que l'on travaille ensemble. Et il y a d'autres aspects qui sont présents, qui autorisent aussi la patiente à aller visiter d'autres choses dans la relation, etc. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris à écouter. Et que, particulièrement à l'hôpital, auquel il faut pouvoir donner une place qui n'est pas une place innée. C'est-à-dire que en consultation libérale, moi qui suis psychologue, les patients peuvent venir voir avec des motifs de consultation tout à fait divers. À l'hôpital, j'ai toujours eu des fiches de poste qui correspondent à une activité particulière, et donc on est quand même contraint dans les gens que l'on reçoit, pas tout le monde. Et donc arriver à donner aussi une place à ça en disant, en fait, ça fait partie de la rencontre thérapeutique. Et ça montre aussi en quoi la rencontre thérapeutique mobilise bien au-delà du motif de la demande et parfois à l'insu du thérapeute. C'est quelque chose que j'ai appris à écouter en laissant la possibilité, effectivement, avec les patients, que ça puisse exister, ce qui n'était pas là forcément d'emblée. Ensuite, pour l'autre partie de votre question, là aussi, je vous le disais tout à fait en introduction, ce sont des patients qui m'ont appris la relation. Et il y a des patients, à des moments particuliers, qui nous apprennent vraiment le moment de croisement. Et il y a eu une patiente, donc je parle d'il y a une petite vingtaine d'années, dans un autre hôpital que celui auquel je travaille actuellement, et qui en fait était une patiente que j'avais croisée avec un motif de consultation. Et puis, en fait, il se trouvait que cette patiente était d'origine argentine, qu'elle avait été emprisonnée à cette époque alors qu'elle était enceinte, son compagnon aussi de l'époque également. Et il se trouve que avec ma famille, en fait, j'ai des liens avec l'Argentine. Une partie de ma famille, en fait, est argentine, donc il y a des liens historiques, dont l'un de mes ancêtres, Antoine Bieuil, donc dont je porte également le prénom, qui était argentin. Donc j'ai une histoire avec l'Argentine. Et puis, je me suis pris, j'allais dire en pleine face, mais dans tout mon corps, en fait, la représentation de cette personne, à l'âge qu'elle m'indiquait, dans les geôles, enceinte, avec l'amour de sa vie également emprisonné sans savoir s'il était encore vivant ou pas. Et je crois que c'était pardon, j'ai des frissons dans le dos, mais c'est la première et peut-être seule fois dans lesquelles j'ai dit à la personne, je suis désolé, mais je ne peux pas continuer parce que là, je ne peux plus vous entendre. Et là, je retrouve ce que j'ai vécu à l'époque. Et c'est-à-dire qu'à un moment donné, mon corps vraiment a réagi à la fois à des choses qui appartiennent à mon histoire familiale et que je peux identifier comme étant mon histoire familiale, mais aussi tout ce que me faisait vivre cette patiente dans son récit tragique de ce moment-là, même si la grossesse est arrivée à terme, etc. Mais dans son récit tragique, et j'étais en train corporellement, j'étais dans la prison avec elle, en fait. Et je pense que c'était je sais pas si c'est la première fois, mais en tout cas, c'était la fois la plus violente, la première fois la plus violente dans laquelle mon corps m'a fait ressentir à quel point on pouvait être présent avec l'autre dans la sensorialité, la corporalité. Et donc, là, effectivement, j'étais tellement débordé que la relation que j'avais avec elle a fait que j'ai pu lui dire. Je me suis pas muré intérieurement. Je savais que je pouvais lui dire et qu'elle le perçoit vraiment comme justement un facteur de sécurité en disant, je suis pas en train de vous dire qu'on n'en parlera pas. Mais là, vraiment, je suis débordé par ce que je ressens, par ce que vous me dites qui est important. Si vous voulez bien, refixons-nous un rendez-vous le plus rapidement possible pour que vous puissiez vous aussi dire ce que vous... Mais là, je peux pas et je sais que ça n'ira pas, je peux pas vous accompagner là-dedans. Et donc là, pour le coup, vraiment, c'est un moment dont je me souviens dans lequel vraiment cette participation du corps
j'allais presque dire malgré soi, c'est-à-dire du corps qui est mobilisé en entretien a été présent. Et ça, pour le coup, heureusement, c'est pas avec la même intensité tout le temps, mais en tout cas, là aussi, je lui donne une place parce que je sais qu'il est là. Donc, dès lors que je sais que c'est là, du coup, je donne une place à ça également. À qui s'adresse ce livre, le grand livre de la relation psychothérapeutique que vous avez coécrit avec Johanna Smith? Qu'est-ce que vous souhaitez qu'il transforme, ce livre, chez ses lecteurs? Lorsqu'on a pensé cet ouvrage avec Johanna, c'était vraiment pour les praticiens. On s'est dit, et pour nous aussi, on va pas se le cacher, hein, une sorte de curiosité, d'envie aussi de voir un peu ce que les collègues appelaient relation et comment ils la maniaient, mais on s'est dit vraiment, voilà, ça c'était la curiosité initiale, le constat de se dire, on met pas tous la même définition derrière relation, on a d'évidence pas tous les mêmes pratiques autour de la relation, donc est-ce qu'on peut voir un peu, comment est-ce qu'on peut approcher ça malgré tout au-delà de nos différences? Et ensuite, vraiment, comme je le disais, la question d'après, ça a été, mais finalement, pour qui? C'est-à-dire, est-ce que c'est juste pour nous par curiosité ou est-ce que ça peut servir à quelque chose? Et c'est là où vraiment, dans notre souhait de praticien, c'est de dire non, nous-mêmes, on a envie de lire et d'apprendre des collègues qui n'ont pas notre pratique. Et donc, le livre, en fait, il est effectivement sur la relation psychothérapeutique, mais il est pour toutes les personnes qui sont en fait concernées par la relation d'aide et qui ont envie de voir un peu comment d'autres pratiques, mais aussi peut-être poser des mots sur ce qu'ils font. Moi, par exemple, dans la partie humaniste existentielle, j'ai écrit le chapitre sur l'hypnothérapie et je me suis rendu compte à quel point c'était compliqué, compris pour moi, c'est pourtant pas la première fois que j'écris un chapitre d'ouvrage, d'écrire un chapitre qui ne soit que sur la relation en hypnothérapie dans ce courant-là. Parce que donc j'ai pris à mon propre piège, c'est-à-dire effectivement, moi, ça me semblait évident, et je me suis dit, mais tu vas prendre une demi-journée, tu vas juste reformuler des choses que tu as dites, penser, réécrire, etc. Pas du tout. Ça m'a pris des heures et des heures et des heures pour justement ne rester que sur la relation. Et je me suis dit, oui, en fait, c'est un vrai challenge, et c'est pas non plus si habituel quand pourtant on a énormément l'habitude d'une approche. Je pratique l'hypnose depuis 99, donc ça fait vraiment un petit moment. En vrai, de s'arrêter, de se dire, mais en fait, comment je fais? Réellement, comment je fais par rapport à la relation? Ok, je propose une métaphore à quelqu'un, mais ça veut dire quoi relationnellement quand il y a une métaphore qui apparaît, etc. Et donc, c'est un ouvrage qui est fait pour les praticiens, d'abord pour peut-être qu'ils soient surpris, comme moi je l'ai été, de découvrir quelqu'un qui va parler d'une pratique qu'ils pensent bien connaître, mais peut-être qu'il y a des choses aussi qui vont être nouvelles. Et puis pour vraiment apprendre également de la pratique des autres, être curieux de ça, pour mener ce qu'on a décrit tout à l'heure comme étant la méthode intégrative, c'est-à-dire le fait de être intéressé par certaines pratiques, de pouvoir aussi les ramener dans son jardin, de pouvoir les digérer pour en faire quelque chose à l'intérieur de sa pratique. C'est vraiment ce souhait-là d'ouvrir les choses. Oui. S'il y avait une seule chose à retenir, qu'un thérapeute devrait retenir à l'issue de la lecture de votre livre, ce serait quoi? Ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est-à-dire la nécessité de ne pas arrêter de se poser des questions en relation avec un patient. C'est de casser l'illusion que la technique fait tout ou que la technique protège. L'essentiel de la thérapie, elle est dans la rencontre avec l'autre. Comme maintenant c'est devenu très commun à la suite d'un film Marvel, les de grands pouvoirs engagent de grandes responsabilités dès lors que l'autre est en position de vulnérabilité, que l'on possède un savoir, que l'on met en place un cadre, etc., etc. On a du pouvoir de fait chez l'autre dont il faut apprendre à ne pas user. Et le fait d'apprendre à ne pas user est une responsabilité à part entière. Et donc vraiment de se dire, ok, la relation, c'est une responsabilité qui engage que je n'arrête pas de me poser des questions par rapport à ce que je fais, que je nourrisse ça, que je continue à interroger ma pratique, c'est quelque chose d'important. Antoine Bio, en quoi croyez-vous? Dans quel domaine? Est-ce qu'il faut séparer? Bien vu. Je crois en la possibilité de pouvoir faire bouger mes croyances. Ce n'est pas qu'un pied de nez que je suis en train de faire à votre question. Ma hantise, c'est le dogme. Et lorsqu'une croyance se pose chez quelqu'un et qu'il n'y a plus la possibilité de la bouger, ça devient un dogme. Et donc, je crois en l'importance des croyances, mais surtout dans la nécessité de laisser vivre et aérer ces croyances pour que les choses bougent simplement. Qu'est-ce qui vous effraie? L'immobilisme, le fait les vérités absolues, dont je me méfie chez moi aussi, bien sûr, hein. Mais ça, essentiellement, l'immobilisme, c'est... Mais dans la nature, dans la vie, hein,
on va considérer que quelque chose qui ne bouge plus, c'est quelque chose qui est mort. Donc, c'est un des premiers signes, quoi. Donc, effectivement, l'immobilisme est toujours quelque chose que j'essaie plutôt d'éviter. Qu'est-ce qui vous fait du bien ? Je vais vous répondre de façon très fleur bleue, peut-être. Mais la première image qui me vient, c'est moi dans mon jardin le matin, avec mon café, la rosée du matin, mon chien et mes 2 chats, et de découvrir le jour. Et ça, c'est vraiment, vraiment, avant de commencer une vie de fou, ça, c'est vraiment de courir après le temps. Ça, c'est vraiment, ça me fait du bien. Ça, ce rapport au vivant, voilà, c'est de sentir que la vie s'éveille, surtout là où on ne la voit pas. Ça, c'est vraiment... je trouve qu'il y a un moment là d'émerveillement qui nourrit beaucoup. Votre mantra ou la phrase que vous vous dites pour vous faire du bien ou qui vient vous sonner à l'oreille ? Alors, c'est un proverbe d'un grand cuisinier qui a dit « Il n'y a qu'un instant, l'instant de la jouissance ». Et ça, c'est mon mantra pour ma vie à moi. C'est rechercher la jouissance, c'est-à-dire ce moment précieux dans lequel il va y avoir une intensité de ce qu'on est en train de ressentir. Donc voilà, il n'y a qu'un seul instant, l'instant de la jouissance. Eh bien, merci Antoine Bio. Merci beaucoup. Alors, chers auditeurs, avant de se quitter, j'ai envie de vous dire ceci. Si cet épisode vous a aidé à mieux comprendre ce qui soigne vraiment, s'il a mis des mots sur quelque chose que vous pressentiez sans pouvoir le formuler, alors partagez-le. Pas pour nous, mais parce que ces questions, la relation, la présence, la sécurité, concernent bien plus de monde qu'on ne le croit. Et si vous voulez nous encourager à continuer à ouvrir ces espaces de réflexion exigeants, un like, un commentaire, un abonnement, c'est une manière très concrète de nous dire continuez. Merci à tous pour votre écoute et je vous dis à très bientôt sur Blue Mignon.